Dimanche 28 août 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Une édition que nous ouvrons avec cette conférence ce matin des ressortissants maliens résidant au Niger. C'était à la maison de jeunes Djad Sekou de Niamey. Une conférence pour statuer sur un problème de succession qui continue de gangréner cette communauté. Le point avec Ibrahim Boubacar et Nasser Seydou. Renforcer les liens, préserver leur identité culturelle et prévenir les querelles qui naissent le plus souvent des successions sur un trône. Tel est l'objectif de cette importante rencontre des ressortissants maliens de la communauté Songhai résidente au Niger. Le trône Songhai, il y a un problème entre fils et papa. Donc il y a le papa qui était devenu chef Songhai, il s'est intronisé, ça fait 6 mois. Et après 6 mois, l'enfant de son frère aussi s'est proposé. Tout le monde sait que même dans les coutumes, quand le père vit, le fils ne doit pas être chef Songhai. Ça, tout le monde le sait, même dans nos coutumes. Mais si le petit vient dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui va venir le chef Songhai, tout le monde dit que c'est pas bon. Parce que le même petit qui veut être chef Songhai aujourd'hui, son frère là, qui est décédé, quand il veut être chef Songhai, le professeur là, leur papa là, était en Amérique en études, c'est un professeur historien. Il est venu aussi, il veut être chef. On lui a dit que quand vous êtes en Amérique, comme votre fils est là, lui, il est à la maison, il faut continuer vos trucs en Amérique et lui laisser la chefferie. Et il était d'accord avec les gens. Il a laissé ça à son fils. Aujourd'hui que son fils est décédé, on a dit que bon, c'est lui qu'on va nommer comme chef. 6 mois après, son petit frère vient de dire que c'est moi qui vais être chef. Vraiment, c'est pour cela qu'on est en train de chercher une réconciliation entre le père et le fils. Et on l'aura, Inch'Allah, c'est-à-dire. Dans le but d'éclairer sur le principe de la chefferie Songhai, une tournée sera initiée partout où l'on peut trouver une communauté Songhai. Nous sommes en train de faire une tournée pour faire savoir ce qui se passe au sein de la trône depuis Gao. Parce que le peuple Songhai est très vaste, ce n'est pas Gao seulement, c'est un peu partout, c'est dans le monde entier. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de Songhai. Nous voulons vraiment construire cette grande maison aujourd'hui. C'est pour cela que nous ne voulons pas de petites discussions entre le papa et l'enfant. Il faut signaler que plusieurs interventions ont constitué la rencontre où la situation a été détaillée de près et des pistes de solutions ont également été proposées pour que plus jamais leur communauté ne soit confrontée à de tels malentendus. Parlons à présent de la saison des pluies en cours au Niger, une saison qui est un peu particulière cette année. Il pleut abondamment et sur l'ensemble du territoire national, des précipitations bien réparties dans le temps et dans l'espace. En tout cas, selon les prévisions des services de la météorologie nationale, encore de fortes pluies sont attendues sur l'ensemble du pays. Précision avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Bien que mal partie concernant certaines parties du pays, la saison pluvieuse 2022 s'est à ce jour installée de façon définitive sur l'ensemble du territoire national. Malgré les quelques pluies soudaines et abondantes enregistrées et qui n'ont pas été sans conséquences, la saison est globalement estimable selon la direction de la météorologie. Les premières pluies utiles pour la production, pour les cultures, ont commencé à être enregistrées au cours de la deuxième décade de juin, c'est-à-dire entre le 10 et le 20 juin. Maintenant, définitivement, de la troisième décade de juin, voire la première décade du mois de juillet, la saison s'est installée sur le pays. Et donc, de façon globale, nous constatons une bonne répartition des précipitations, n'est-ce pas, surtout sur la partie est et centre du Niger. C'est-à-dire nous avons fréquemment des activités pluvieuses orageuses sur les régions de Difa, Zender, Maradi, également sur le sud Ader. Mais le constat que nous faisons depuis le début de la saison, il y a eu quand même une pause de pluviométrique assez prolongée, surtout sur la partie ouest, c'est-à-dire une partie de Tawa, la boucle du Niger, une partie de Tawa, Tilaberi, Yami et Dosso. Donc ce qui fait en sorte qu'actuellement, la situation tend vers la normale à déficitaire sur la partie ouest du Niger. La tendance pourrait se poursuivre jusqu'en fin septembre selon toujours le chef de division de la prévision. Pour les perspectives que nous pouvons faire, c'est-à-dire les tendances restent toujours les mêmes. La dynamique météorologique, quand je parle de dynamique, c'est-à-dire nous avons une bonne pénétration de la mousson. Le front intertropical, c'est-à-dire la poussée de la mousson humide, se trouve sur le Gado. Le Gado, c'est-à-dire la frontière entre le Niger et la Libye. C'est-à-dire que nous avons quand même une bonne pénétration de l'air humide. Nous avons aussi
comment dirais-je, des tourbillons, ce qu'on appelle les systèmes qui sont très favorables au développement d'activités pluvio orageuses. Donc pour les jours à venir, les activités pluvio orageuses vont continuer, c'est-à-dire la période du 26 août au 3 septembre, les modèles prévoient des quantités de pluie assez importantes sur la base sud du pays, c'est-à-dire de Difa jusqu'à Tilaberi, avec des probabilités de 100 à 150 mm. Également, la première décade du mois de septembre, c'est-à-dire du 1er au 10 septembre 2022, là aussi, avec nos analyses et nos prévisions, nous constatons que l'air humide restera toujours sur la partie nord du Niger. Ça veut dire que le front intertropical n'a pas encore amorcé sa descente vers le sud. Donc, ce qui est synonyme de la continuité d'activités pluvio-orageuses. À rappeler que si la tendance se maintient telle qu'elle a été estimée, l'on peut probablement s'attendre à un meilleur rendement des cultures vivrières pouvant éviter au Niger les conséquences d'une crise alimentaire. La saison des pluies est synonyme de calvaire ici au niveau de la capitale. En tout cas, c'est un véritable calvaire pour les usagers de se déplacer d'un point A à un autre point B de la capitale. Beaucoup de nids de poules sur les grands axes de la capitale, une situation qui met mal à l'aise les usagers. Ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est vrai, mais ça c'est ailleurs. Au pays des hommes, nous savons pourquoi nous avons été élus. Ici, après la pluie, c'est un autre temps. C'est le calvaire au sens large du terme. Et c'est Niamey, la ville de l'élu ingénieur, la ville de l'homme du domaine. Les spectacles que vous y voyez représentent dont apparemment la responsabilité ne se limite qu'au bout de leur nez. Sinon, sérieusement, à quoi ça sert un responsable s'il n'est pas capable de creuser le ménage et apporter des solutions? D'aucuns diront peut-être que tout ceci est dû à un fait naturel, mais loin de là, tout ceci n'est que la conséquence d'un gémophotisme des élus de la ville qui, malgré les multiples interpellations, reste insensible. Aucun quartier de la ville n'est épargné par de tels calvaires. Des voies entières sont envahies et demeurent impraticables, au grand désarroi du citoyen qui n'osera pas refuser de verser sa cotisation. Monsieur le maire, ou si vous préférez monsieur le député maire, ça fait déjà plus de 2 ans. Et sachez-le, votre responsabilité première n'est pas de faire de la figuration, ce n'est pas aussi briller à travers le déplacement avec les biens du contribuable. Ce que les gens attendent de vous, c'est des solutions concrètes pouvant répondre à ce tas de désordre qui donne à la ville l'impression d'une jungle où il n'y a aucun responsable. Merci Ibrahim Boubacar. Cet élément nous amène donc à prendre notre invité du jour. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau professeur Abdou Bontiati. Il est géographe et directeur de recherche à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH de Niamey. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation justement pour parler d'un problème, notamment un problème d'assainissement et de l'urbanisation. Et vous venez de suivre quelques éléments sur la saison de pluie et ses conséquences. Et j'imagine, si vous avez eu des difficultés avant de venir ici répondre à notre invitation. Absolument. Qu'est-ce qui explique cette situation, professeur, pour commencer? Bon, merci de m'avoir donné la parole, de m'exprimer sur cette question que j'ai étudiée depuis un certain temps. Et donc, oui, c'est vrai, avant de venir, on a rencontré aussi ces difficultés avec les rues pleines d'eau, les nids de poules. Bon, ce qui explique ça, c'est un manque tout simplement de planification urbaine. Vraiment, c'est un manque de planification urbaine. On a vu la ville grandir, l'étalement urbain, et la densification à l'intérieur même de la ville. Et puis, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Et donc, la conséquence de la mauvaise gestion, de la malgouvernance de nos villes, c'est cela. Ce n'est pas que pendant la saison des pluies. En dehors de la saison des pluies, on subit aussi les affres de la malgouvernance urbaine. Voilà, donc
c'est vrai, les inondations, il y a des facteurs, comment est-ce qu'on appelle les aléas climatiques. C'est pas que les aléas climatiques. Il y a les aléas climatiques, mais en grande partie, c'est dû à un problème d'aménagement tout simplement. Oui, professeur, quand on voit un peu ici au niveau de Niamey, la capitale, vraiment c'est une ville qui grandit et il y a certaines conditions qui ne sont pas remplies selon en tout cas les avis des uns et des autres, surtout le nouveau quartier qui se crée. Ça pourrait expliquer cette situation? Oui, pas seulement dans les nouveaux quartiers. Je viens de parler de l'aménagement urbain, de la planification urbaine. Il y a l'absence de caniveaux à tous les niveaux. Même au niveau du centre-ville, les caniveaux sont insuffisants. Ils sont insuffisants. Et donc, normalement, quand on a vu la ville passer d'environ 60 000 habitants dans les années 50-60, jusqu'à maintenant, la ville atteint 1 400 000 à 1 500 000 habitants. Mais on devrait normalement suivre cette progression-là. On devrait suivre le rythme de croissance de la ville avec le rythme des investissements dans le domaine de l'assainissement. Or, même dans le centre-ville, on a ces problèmes d'évacuation des eaux pluviales d'une manière générale. Que dire des quartiers qui sont à la périphérie de la ville, qui sont en marge de pratiquement tous les services urbains. Tous les services urbains. Ce sont des quartiers défavorisés, ce sont des quartiers déclassés, même si on peut le dire. Puisque les autorités, j'ai parlé tout à l'heure de malgouvernance. Eh bien, quand on a loti, on a permis, on a délivré des autorisations de lotissement à des privés depuis un certain temps. Et donc, le rythme de fabrique de la ville, le rythme de production de parcelles est tel que les investissements ne peuvent pas suivre. C'est tel que les investissements ne peuvent pas suivre. Et donc, surtout qu'il n'y a même pas cette habitude de, comme je l'ai dit, de planifier. La ville de Niamey que j'ai connue avant les années 90 ne ressemble pas du tout à celle des années 2000 à maintenant, surtout des années 2010 à maintenant. Donc, quand on ne planifie pas une ville, quand on ne planifie pas, ben, c'est comme si d'ailleurs on le dit, on fait de l'urbanisme au coup par coup, ou de l'urbanisme de rattrapage pour être gentil. C'est de l'urbanisme de rattrapage. Qu'est-ce qui se passe? On laisse les gens lotir sans viabilisation préalable, alors que les textes en matière d'urbanisme demandent quand même de viabiliser les nouveaux lotissements. C'est-à-dire qu'il faut faire les réseaux d'adduction d'eau potable, les réseaux de canalisation, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Donc il faut faire tous ces services-là, tous ces réseaux qui concentrent ces services-là avant de permettre la construction. Mais qu'est-ce d'autoriser les constructions? C'est-à-dire dès au niveau des lotissements, c'est la viabilisation qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'on remarque depuis que nous avons cette floraison de promoteurs immobiliers? Le ministère leur délivre comme ça les autorisations et ils s'entendent avec les propriétaires coutumiers qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas les responsables. Parce que ils ont trouvé des opérateurs qui offrent plus en termes de... C'est 50-50 au départ. Maintenant, il y en a même qui font 60% pour les propriétaires coutumiers, 40% pour les promoteurs immobiliers. Donc, les propriétaires coutumiers, eux, c'est de bonne guerre qu'ils se livrent et ils travaillent avec les promoteurs immobiliers. Mais seulement ceux qui donnent les autorisations, c'est eux qui doivent regarder est-ce que
les terrains sont viabilisés ou pas. Si les terrains ne sont pas viabilisés, il faut appeler quand même le lotisseur à l'ordre, mais ça ne se fait pas. Bon, rappelons aussi que même au moment où c'était la mairie qui s'occupait de faire, qui était chargée de faire les lotissements, les parcelles n'étaient pas assainies en dehors du quartier, des rares quartiers comme par exemple Recasement et Antla. Donc, à vous entendre parler, professeur, donc tous ces problèmes est dû à un problème de planification dès au départ. Et ce n'est pas Niamey seulement, même les autres grandes villes du Niger sont concernées. Absolument, absolument. Même les autres grandes villes sont concernées. Parce que, je dois vous dire, la planification, ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'un aspect de la gestion urbaine. Le texte que j'ai ici, c'est la loi 2013-28 du 22 juin 2013. Ce texte, je dis bien une loi, ce texte fixe les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain. Et donc, la planification urbaine, qu'on appelle l'urbanisme prévisionnel, c'est contenu dans ce texte-là, premièrement. Deuxième chose, en dehors de la planification, il y a ce qu'on appelle aussi, et c'est contenu dans ce document, l'urbanisme opérationnel. Qui veut dire l'urbanisme opérationnel qui veut dire que sur une partie de l'agglomération urbaine, on réalise soit la rénovation, soit la restriction des quartiers. En tout cas, on prend une partie pour rénover, pour aménager d'une manière générale. Ça peut être une partie qui est une partie de l'agglomération, donc un secteur de l'agglomération, un quartier par exemple, à rénover. Donc ça c'est l'urbanisme opérationnel. Alors que l'urbanisme prévisionnel donc, fixe les grandes orientations du développement spatial de la ville. On dit telle zone est constructible, donc une zone non constructible, et une zone, telle zone est non aedificandi. Donc telle zone n'est pas destinée à la construction. Mais bon, dans le cadre des aménagements de nos villes, tout cela là ne se fait pas. Or, il y a un architecte français que tous ceux qui ont fait l'architecture ou l'urbanisme connaissent, c'est Le Corbusier. Il a écrit dans les années 1920 un ouvrage qui s'appelle l'urbanisme. Et il y a dans cet ouvrage-là un passage que j'ai toujours voulu et que j'ai toujours cité aux étudiants. Il dit qu'il y a le chemin des hommes et le chemin des ânes en urbanisme. L'homme, avant d'aller d'un point A à un point B, l'homme a déjà dans son esprit, il a le trajet. Et donc, il dessine ce trajet sur un papier. Et donc, il pense, il réfléchit. Donc, il a planifié son trajet. Mais l'âne n'a pas de but précis. Il marche. Quand il bute à un obstacle, il dévie. Et donc, je dirais que depuis un certain temps, nous, l'urbanisme, la forme d'urbanisme que nous adoptons, c'est vraiment cette image-là. On a emprunté le chemin pourrait être le chemin des ânes. Parce que dans un monde, l'urbanisme du XXIe siècle, ce n'est pas comme cela qu'on devrait l'avoir dans l'obstacle, le spectacle, pardon, que offrent nos villes. C'est vraiment déplorable. Quand on va ailleurs, on a même parfois, on a honte parce que on se dit, mais bon, il y a quand même beaucoup d'urbanistes, il y a beaucoup d'architectes, il y a beaucoup de géographes spécialisés sur ces questions, beaucoup de sociologues spécialisés sur ces questions. Mais quand on regarde, on a l'impression que, bon, c'est à laisser faire. Voilà. Et tout cela, là, on peut
pallier les problèmes. On peut pallier les problèmes s'il y a une volonté du sommet à la base. Donc aujourd'hui, on fait face à une situation d'inondation. On pourrait lier ça à ces problèmes de planification? Ah, absolument. Absolument. Il y a deux formes, deux modèles, deux grands modèles d'inondation à Niamey. Il y a un petit troisième modèle que je vais évoquer après. Donc, le premier modèle, c'est l'inondation pluviale. Donc, c'est au niveau du plateau, le plateau de Niamey, c'est autour de 220 à 250 mètres d'altitude. Donc, un terrain qui est relativement plat, mais quand les eaux tombent, eh bien, il n'y a pas de caniveau, surtout dans les quartiers périphériques. Dans les quartiers centraux, il y a quelques collecteurs qui ont été, dont l'essentiel a été conçu en 1900, après le schéma directeur d'assainissement de la ville de Niamey, élaboré en 1981. Parce qu'en 1978, il y a eu une forte pluie qui a endommagé les quartiers Gamkale, Liberté, Gandetche, tout ça. Et à l'issue de cela, le feu président Kounché avait demandé à la JICA, donc aux Allemands, d'élaborer ce schéma. Ils ont élaboré le schéma d'assainissement. Donc ce schéma, c'est à la suite de ce schéma-là qu'il y a eu les grands collecteurs qui quittent Sony et qui viennent se déverser au niveau du Guntiena. Voilà. Mais depuis, des réalisations d'aussi grande envergure n'ont pas eu lieu. Et donc, ces inondations, ces réalisations ont permis quand même, à un moment où la ville n'était pas grande, de juguler les problèmes d'inondation. Même si, mais après, on a laissé, c'était le laisser faire, le laisser aller. C'était le laisser aller. Et aujourd'hui, ça va être, je ne dirais pas que c'est impossible, hein, mais ça va demander énormément d'investissement, énormément de moyens pour pouvoir rattraper. Et dans le cas actuel de la gestion de nos villes, nous n'avons pas ces moyens. On n'a pas ces moyens. Mais il y a des méthodes. Bon, peut-être que c'est dans les solutions que nous allons évoquer cela. Il y a quand même des manières d'avoir des ressources à condition que les gestionnaires de la ville aient de l'initiative, à condition qu'il y ait aussi moins d'obstacles du point de vue réglementaire. Bon, la réglementation, ça, on est des êtres humains, on peut arranger. Et donc, quelle est la deuxième forme d'inondation? La deuxième forme d'inondation, c'est l'inondation fluviale. C'est l'inondation fluviale. Là, c'est les affluents. Donc, le fleuve Niger a deux crues. La petite crue que nous connaissons maintenant et la grande crue qui débute pendant la saison froide, là, donc de février, janvier, février, tout ça. Là. Et donc, au cours de ces deux grandes crues, c'est les affluents. Bon, la petite crue, c'est les affluents du fleuve Niger qui déversent les eaux dans le fleuve, qui est déjà ensablé. Moi, de 2006 à 2011, j'ai effectué des recherches sur le fleuve Niger. Et je vous assure, rien que pour la ville de Niamey, j'ai cartographié environ 42 vallées, donc ce qu'on appelle les coris ou les gourous, qui se déversent dans le fleuve. Et c'est donc pendant longtemps on a sous-estimé l'apport de ces coris en sable. Et on a vu juste les grands affluents. Mais on a oublié que ces gourous aussi drainent du sable. Et donc, du coup, on a
ces vallées ont modifié la forme encaissée du fleuve Niger. Donc le profil longitudinal du fleuve Niger, qui était une forme encaissée, donc une forme en V, ça veut dire que ça prend beaucoup d'eau. Ce profil-là a changé pour devenir maintenant un profil en nu. Puisque le fond a été comblé par justement les apports dus à l'érosion hydrique, à l'érosion éolienne également. Autre chose, dans mes travaux toujours, j'ai fait quelques relevés au niveau de ces points de rejet là, je les ai appelés, tous les gourous là donnent dans le fleuve, mais il y a un point de rejet, donc des seuils de pondage. Au niveau des seuils de pondage, j'ai fait des prélèvements, donc 1 mètre carré, et j'ai vu, surtout au niveau de l'hôtel Gawé, le taux de couverture avoisine les 100%, que des déchets plastiques. Que des déchets plastiques. Cela veut dire qu'il y a même la mauvaise gestion urbaine, la malgouvernance urbaine. La malgouvernance urbaine induit même des conséquences sur l'ensablement du lit du fleuve et même sur l'imperméabilisation même parce que si nous avons les poches plastiques qui sont... Ça veut dire qu'il y a un problème même d'imperméabilisation quelque part. Voilà, donc il y a ces deux formes d'inondation pour une même quantité. Pour les inondations fluviales, comme j'ai dit que le profil longitudinal a changé de V en nu, pour une même quantité de pluie qui tombe, il y a forcément les berges débordent. L'eau déborde au niveau et donc atteint les quartiers riverains, surtout les quartiers de la rive droite, dont une bonne partie se trouve dans l'ancien lit du fleuve, parce qu'ils sont à peu près à 180 mètres d'altitude seulement. Alors que, bon, j'ai dit au départ que vers la rive gauche, sur le plateau, nous avons entre 240 et 250 mètres d'altitude. Voilà. Donc là, on a ce problème. Je voudrais vraiment que vous m'interpelliez aussi sur, au niveau des solutions. Oui, donc maintenant, on va pour la troisième forme. La troisième forme, là, c'est vraiment localisé. Et au niveau des quartiers, vous avez dû voir au niveau des quartiers Dar el Salam, Bukochi, vous avez dû voir des moments où l'eau de la nappe réjaillit. Et donc, les populations ont construit à ces niveaux-là. Et donc, pendant la saison des pluies, c'est l'eau de la nappe. Quand la nappe est pleine, elle réjaillit, elle remplit les fosses septiques, elle remplit, il y a des salons même qui sont où l'eau pénètre, l'eau remonte. Donc, il y a la remontée de la nappe. Donc, et tout cela, là, c'est un problème justement de planification parce que ce sont des zones, comme je l'ai dit, non aedificandi. Et dans les documents d'urbanisme, dans les documents de planification urbaine, ces endroits-là ne devraient pas être lotis. Ils ne devraient pas être occupés. Mais le gestionnaire a regardé faire. Alors que là, normalement, dès qu'on voit une seule parcelle en train d'être construite, on devrait dire, ben stop. Ici, là, ce n'est pas prévu pour... comment est-ce qu'on appelle? Ce n'est pas prévu pour la construction. Donc, professeur, on voit que c'est un sérieux problème, le problème d'urbanisation, notamment de la ville de Niamey. Maintenant, face à tous ces problèmes, que faut-il faire? Voilà. Donc, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est la volonté politique. Il faut une réelle volonté politique. Je ne parle pas de velléité. Une réelle volonté politique pour essayer de mettre en application tout ce qui est contenu dans ces principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain. En tout cas, faire l'effort d'aller vers là. Il y a des principes. Et ces principes, c'est, je l'ai dit, la planification urbaine, c'est l'urbanisme opérationnel. Mais
tout c'est l'urbanisme opérationnel dit planification urbaine, ou bien l'urbanisme, comment est-ce qu'on appelle, opérationnel, se base, selon le texte là, sur un aspect important, la concertation. L'urbanisme du 21e siècle, et même de la fin du 20e au 21e siècle, c'est la concertation. Et donc, s'il y a... parce que tout à l'heure, j'ai parlé de gouvernance urbaine. Je n'ai pas parlé, si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de gestion urbaine. Il y a une grande différence parce que la gestion urbaine suppose des décisions descendantes. C'est-à-dire, c'est le sommet qui prend et ça atterrit au niveau de la base. Ça, dans les approches participatives, ça ne marche pas. On a vu depuis les années 80, on a vu les limites de cette forme de décision. Maintenant, il faut aller vers des décisions horizontales, la concertation. C'est-à-dire, la ville, on considère qu'il y a plusieurs catégories d'acteurs. Il y a l'État, les structures de l'État, l'urbanisme, le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'équipement, le ministère de la santé. Il y a les collectivités territoriales, les mairies par exemple. Il y a comment est-ce qu'on appelle les associations. Il y a les consommateurs. Il y a aussi les propriétaires coutumiers. Donc il y a plusieurs catégories d'acteurs qui ont des besoins différents, parfois des besoins divergents, qui sont en contradiction. Et donc, la gouvernance urbaine voudrait justement qu'on fasse de la concertation entre ces catégories d'acteurs pour pouvoir trouver un consensus. Un consensus parce que c'est seulement le consensus qui va faire en sorte que, même s'il y a une réalisation, s'il y a un caniveau ici, ou bien s'il y a un collecteur ici, ou bien s'il y a comment est-ce qu'on appelle, un réseau d'adduction d'eau potable ici, les gens respectent les réalisations. Parce qu'ils se sentent impliqués. C'est issu d'un processus de, comment est-ce qu'on appelle, de concertation. Et là j'insiste beaucoup là-dessus, la concertation. Parce qu'on a vu ici des décisions qui sont prises, qui sont tombées sur, par exemple, les déguerpissements sauvages, on a vu. Et alors que le Mahatma Gandhi, par exemple, lui dit, c'est que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi. Donc j'espère que nos autorités, que ce soit les autorités politiques ou bien les autorités, comment est-ce qu'on appelle, techniques, qu'ils vont entendre cela, que l'urbanisme du 21e siècle, c'est un urbanisme de concertation. Oui, professeur, donc maintenant, face à l'urgence, maintenant, quel conseil vous avez à donner aux autorités de la ville de Niamey par rapport à cette situation, vraiment dans l'urgence? Donc voilà, donc j'ai commencé, il faut déjà planifier. C'est vrai, ce n'est pas tard, parce que si on réussit à planifier, ça va être difficile. Mais si on réussit à le faire, ça va régler beaucoup de choses. Ça va même être profitable pour le développement économique. Parce que la ville, c'est le moteur de développement économique. Donc, ça va... Mais dans l'immédiat, avant même d'adopter, de planifier, ce qu'il faut faire, c'est permettre, peut-être après la saison des pluies, parce que là, peut-être le fleuve est plein, c'est empêcher les carrières, que les camions bennent là, aillent prendre le sable au niveau des carrières qui sont hors comment est-ce qu'on appelle, qui sont à la périphérie de la ville. Il faut obliger ou bien accompagner les comment est-ce qu'on appelle, les conducteurs de ces camions-là. Il faudra les orienter vers le fleuve pour qu'ils prennent le sable à ce niveau-là. Et le sable, le gravier même, pourquoi pas. Qu'ils prennent, mais interdire l'ouverture, ou bien du moins la création de nouvelles carrières, parce que ces carrières-là sont parfois aussi à l'origine des inondations
elles se remplissent et puis elles débordent vers les villes. Donc il faut d'abord, dans l'immédiat, c'est ce qu'on peut faire. Dans l'immédiat, ce qu'on peut faire également, c'est interdire la construction, l'occupation des zones non aedificandi. Les zones non constructibles, il faut interdire tout de suite. Il faut l'interdire. Pas seulement pour, comment est-ce qu'on appelle, pas seulement pour prévenir les inondations, mais dans d'autres secteurs, je vois quelque part, dans le domaine, par exemple, là où il y a les pylônes qui passent, la Nigélec, dans certains endroits, a mis des bornes où il ne faut pas dépasser. Et donc là, les propriétaires sont un peu responsables parce que parfois ils lotissent et jusqu'à dépasser. C'est généralement là où c'est les occupations irrégulières. Là. Ils dépassent. Et là, la Nigélec observe, les autorités observent. On doit normalement limiter parce que les pylônes, là, quand ça tombe, on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Le risque zéro, on dit, n'existe pas. Quand ça tombe, ça peut aussi créer des catastrophes. Et en ce temps-là, on ne peut pas dire que je n'ai pas su. Parce que moi, je dis aux étudiants, faites attention, il ne faut pas aller prendre n'importe quelle étude. Une étude que vous ne pouvez pas contrôler, en tout cas, méfiez-vous. Parce qu'en matière d'aménagement, l'aménagement ne tolère pas les erreurs. Quand vous commettez une erreur, même si vous êtes protégé aujourd'hui, 5, 10, 20 ans après, eh bien, quand les problèmes vont surgir, vous allez être responsable. Même s'il y a l'impunité, votre conscience quand même va vous gronder. Peut-être, professeur, pour finir avec vous, on ne termine pas cet entretien sans pour autant aussi attirer l'attention de la population. Quel est le conseil à l'endroit de la population? Donc, la population, le principal conseil que je leur donne, c'est vraiment de ne pas occuper ces zones non constructibles. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que en 2015, nous avons mis à jour un plan de lotissement, le plan de lotissement de la ville de Niamey de 2012. Parce que 2015, on a trouvé que ce plan-là est dépassé. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, j'ai pris 2 de mes doctorants. On est allé voir les lotisseurs. On a pris leur plan de lotissement et nous sommes venus comment est-ce qu'on appelle, assembler ces plans-là à celui de 2012. Et quand nous l'avons projeté sur la carte topographique, nous avons vu qu'en réalité, ces espaces-là, les lotissements ont été faits même sur les coris. Donc même sur les gourous là que je dis. Les lotissements ont été faits. Et c'est ce que c'est pour cela qu'en début de mon intervention, j'ai dit que comment est-ce qu'on appelle les coris là, les gourous, en fait, les décideurs, le ministère a délivré à certains promoteurs comme ça l'autorisation de lotir sans même se rendre compte que ces lotisseurs-là ont empiété sur ces zones de vallée. Et donc, le propriétaire, aujourd'hui le problème ne se sent pas, mais quand, puisque c'est que sur le papier, mais quand dans 5-10 ans les gens vont construire, quand les propriétaires vont construire, ils vont construire dans des zones non constructibles. Et donc, la voie, on dit en germain, Harising Fondatan. Donc, l'eau là n'évite jamais sa voie. Et donc, c'est eux qui sont allés trouver les inondations dans ce cas. Ce sont ces propriétaires-là qui seraient allés, comment est-ce qu'on appelle, trouver les inondations. Donc ça, il faut éviter. Il faut vraiment que les propriétaires, que la population évite cela. Autre chose que du temps de Kountié, on faisait, dans les quartiers populaires,
où il n'y avait pas suffisamment de voies pour permettre les eaux de circuler, où les maisons sont contiguës les unes aux autres, là, les concessions sont contiguës les unes aux autres. Donc, dès l'approche de la saison des pluies, Kountié demandait au chef de village de conseiller aux propriétaires de laisser le propriétaire qui est en amont, le voisin, voilà, de trouver le mur du voisin pour que les eaux puissent passer. Mais est-ce qu'aujourd'hui tout cela là se fait? Est-ce qu'aujourd'hui tout cela là se fait? Non, ça ne se fait pas. Alors que nous, c'est maintenant que j'ai parlé tout à l'heure de l'extension de la ville. Oui. L'extension de la ville, ce n'est pas que l'étalement urbain. Le problème de la ville de Niamey, ce n'est pas seulement la ville de Niamey, Bamako et autres aussi, c'est la surdensification même du centre-ville. Il y a la surdensification du centre-ville, il y a l'étalement urbain, donc l'extension spatiale de la ville. La surdensification, qu'est-ce qu'il amène? C'est que il y a 20 ans, dans les concessions, les gens n'étaient pas nombreux. Parce que les enfants n'ont pas grandi. Bon, maintenant, les enfants, ils ont grandi et ils ont occupé la cour commune là. Ils ont occupé la cour commune. Si bien que maintenant, il n'y a même plus de cour commune quand on entre dans certaines concessions. Voilà. Donc, là, c'est un appel que je fais aussi quand ce n'est pas à l'endroit de la population. Eh bien, c'est à l'endroit des décideurs parce qu'il faut vraiment qu'on planifie pour qu'on puisse prendre en compte ces aspects-là. C'est des aspects, et là, dans la planification, il faudra prévoir cela, parce que quand la ville croît bien, quand elle est bien planifiée, elle va lutter contre le désœuvrement. Et si les gens sont désœuvrés, les enfants ne sont pas, ils ont leur boulot, ils ne sont pas obligés de reconstruire dans la cellule familiale, ils vont acheter leur parcelle ailleurs. Et puis bon, voilà, c'est pour cela qu'il est impérieux de s'asseoir et vraiment de bien gérer, pour bien gouverner nos villes. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes professeur Aboudou Gontianti, géographe et directeur de recherche à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCHA de Niamey. Avec vous, on a parlé du problème d'urbanisation de nos grandes villes, notamment Niamey, la capitale. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Et merci pour toutes ces explications. Merci, merci. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Point final de cette édition. Au revoir.